Mesdames, Messieurs, nous allons parler du syndrome du pyramidal ou piriforme, donc puisqu'il a été rebaptisé il y a quelques temps. Diapo. Voilà, donc l'anatomie du muscle. On le voit donc s'insérer en éventail sur le sacrum, la face profonde, et diviser l'échancrure sciatique en deux portions, une portion sus-piriforme et une portion infrapiriforme, et venir s'insérer sur le grand trochanter. Voilà une vue intrapelvienne d'où l'on voit le muscle piriforme. On voit ici ces rapports avec les nerfs ici glutéal supérieur, le nerf sciatique qui passe en dessous, qui est vraiment accolé à lui, ici le muscle obturateur interne, et puis ici le nerf glutéal inférieur. On voit ici aussi les pédicules vasculo-nerveux qui accompagnent les nerfs, donc ici pédicule vasculaire glutéal inférieur, et ici pédicule vasculaire glutéal supérieur. En vert, on reconnaît ce fameux muscle piriforme, et en dessous, on a le jumeau supérieur, jumeau inférieur et obturateur interne. Et un peu plus bas, le carré pleural. Alors, l'anatomie de ce muscle est variable, notamment ses rapports, c'est-à-dire que dans la grande majorité des cas, le nerf sciatique passe sous le muscle piriforme, mais parfois il peut être dédoublé et passer, une de ses branches peut passer au travers ou par-dessus, ou l'ensemble du nerf sciatique peut passer au travers du muscle. Alors ces variations anatomiques sont assez fréquentes, mais elles correspondent à 15% des constatations opératoires pour ce syndrome quand il y a nécessité d'opérer. Ceci dit, il ne s'agit pas de faire des IRM à tout le monde et de vérifier quels sont les rapports du nerf avec le muscle, parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont des anomalies anatomiques et qui ne se plaignent de rien. Donc en fait, cette variante anatomique est peu sensible et peu spécifique pour prédire un syndrome du piriforme. Le muscle piriforme est rotateur externe et abducteur secondaire de la hanche. Il sera surtout rotateur externe sur une hanche étendue et abducteur sur une hanche fléchie, donc par exemple en position assise. Il est stabilisateur de l'hémibassin monopodal, et donc on comprend qu'il travaille énormément en course à pied, et il limite la rotation interne de hanche en course à pied. Donc selon la foulée que l'on a, on peut avoir plus ou moins de pathologie de surcharge à ce niveau-là. Il peut être victime de contractures, d'hypertrophie, et éventuellement de trigger point ou de syndrome myofacial. Pourquoi ce muscle souffre? Bien, soit par anoxie, par stase artérielle ou surtout veineuse, d'où l'intérêt de prolonger les manœuvres cliniques que l'on verra tout à l'heure, mais aussi par adhérence à un muscle, d'où la traction par le piriforme sur le nerf sciatique, mais aussi éventuellement par l'obturateur interne, les jumeaux, voire le carré pleural. Sur le plan historique, c'est Yeoman en 1926 qui a été le premier à parler de ceci en termes de possibles causes de sciatalgie sans lombalgie. Le syndrome a été ensuite baptisé en 1947 par Robinson. Ce syndrome est toujours très controversé puisqu'il n'est pas évident de mettre en évidence par des moyens d'imagerie ou d'électromyographie. Il représenterait, selon les équipes, de 6 à 36% des lombosciatiques unilatérales pour certains. Alors, lombosciatique, j'aime pas beaucoup ce terme parce que normalement, si on est vraiment précis dans l'intitulé, on devrait parler de féssalgie avec sciatique, éventuellement sciatique tronquée ou sciatique complète, mais pas de lombosciatique, puisque normalement, dans un certain nombre du piriforme, le rachis lombaire devrait être libre. Alors justement, le syndrome du piriforme s'accompagne d'une pathologie d'accompagnement des féssalgies, et donc accompagne souvent les hernies discales lombaires ou les dérangements intervertébraux mineurs lombaires des ostéopathes, mais aussi peut être présent en cas de fibrose sciatique, notamment après une hernie discale opérée. Il peut s'associer à une anthésopathie des ischio-jambiers, une coxopathie, ou une arthropathie sacro-iliaque, puisque le rapport est assez étroit, ou simplement une fracture mal consolidée du sacrum ou de l'ischion, ou alors avec des cas hypertrophiques. Et puis, il faut éliminer d'autres pathologies à proximité, comme les kystes ou les tumeurs pelviennes, l'endométriose, parfois qui peut migrer de façon très postérieure. Une bursite troncantérienne peut donner le change, même si la douleur est normalement plus latérale, et puis des anévrismes ou l'inflammation artério-veineuse, notamment après intramusculaire
mal faite dans la fesse. Voilà. Bref, il est, semble-t-il, assez rarement isolé. Les signes fonctionnels, eh bien, ça peut être tout simplement d'abord dans l'historique, une histoire de traumatisme fessier. Le sujet vous dit je suis tombé sur une fesse, sur les deux fesses. Alors, sur les deux fesses, souvent, on se met au bruxisme, mais si on tombe légèrement de travers, on tombe sur une fesse, et là, on peut avoir un hématome important. C'est plus fréquent chez les femmes. On retrouve une sciatalgie, souvent tronquée et normalement un rachis libre. Tout le problème est de faire la différence entre une douleur fessière pure et une douleur de hanche avec une expression postérieure. Donc, il faut bien examiner la hanche. La douleur est souvent aggravée en position assise. Les femmes peuvent décrire une dyspareunie et chez tout le monde, on peut retrouver une douleur à la défécation. Parfois, on retrouve une amélioration à la marche en rotation externe, alors que si on marche en rotation interne, c'est-à-dire avec les pointes de pied qui se regardent, on aggrave un petit peu les douleurs et on retrouve une souffrance en général mixte à la fois L5 et S1. Voilà ce qu'on peut retrouver après une chute sur la fesse violente. La triade classique, eh ben, c'est comme pour tout problème musculaire, on cherche à reproduire la douleur connue du patient par l'étirement musculaire, la contraction en course externe ou la palpation. Le LASEG normalement sera négatif, quoique vous verrez que ce n'est pas toujours si simple, et le rachis normalement est libre. En position debout, on cherchera une diminution de la distance doigt-sol, en particulier si les pieds sont mis en rotation interne, c'est-à-dire que vous mesurez la distance doigt-sol, pied en rotation externe et pied en rotation interne. On pourra éventuellement retrouver une amyotrophie du grand fessier en cas d'atteinte concomitante du nerf glutéal inférieur. Donc voilà le LASEG. Vous voyez, d'un côté, ça monte pas beaucoup, de l'autre côté, ça monte beaucoup plus haut et avec une douleur reproduite. Un décubitus dorsal, donc la diminution de l'angle du LASEG. La diminution de la rotation interne passive peut être retrouvée aussi en cas de contracture. On retrouvera aussi une diminution de l'adduction sur une hanche fessière à 60 degrés, ça marche assez bien, souvent diminution notamment par la douleur. La manœuvre de fer, flexion, adduction, rotation interne, si elle est tenue longtemps avec sa contre-épreuve, sensibilisée par la pression du piriforme, est aussi intéressante, informative, et on pourra, pour ceux qui souhaitent faire un toucher rectal, et percevoir dans ce cas-là une contracture, mais aussi ça peut servir à éliminer d'autres causes localement. En décubitus ventral, on peut palper le muscle piriforme en traçant une ligne entre le trochanter et le sacrum, et donc à environ un tiers, 2/3, on retrouve une douleur importante reconnue par le patient. Manœuvre spécifique maintenant, je sais que j'effectue le plus souvent, la rotation interne résistée en décubitus ventral, qui elle sera plutôt en faveur d'une lésion en regard de l'obturateur interne. La manœuvre de Freiberg, voilà, on positionne le sujet en flexion, adduction, rotation interne. Donc là, il y a une adduction par rapport à la sélecteur et on fait voilà, un LASEG en rotation interne en gros, mais avec une composante d'adduction. Et là, ça réveille la douleur reconnue du patient. La manœuvre de PS et Nagel, une adduction contrariée forte, hein, réveille la douleur. On empêche le sujet d'écarter les jambes. Il faut le tenir quand même assez longtemps. Et puis la manœuvre de Beatty, c'est pour moi la plus sensible en tout cas. On demande de faire une abduction rotation externe à partir d'une position d'étirement du piriforme. En fait, on demande au sujet, dans cette position-là, avec la cheville qui repose sur le membre inférieur sain et tendu, de poser le genou sur la table et on lui demande de lever, dans cette position-là, la jambe vers le haut, alors qu'on exerce une contre-pression. Et on maintient 30 secondes, parce que ce n'est pas les premières secondes que les symptômes apparaissent, il faut le temps qu'ils apparaissent. La manœuvre talon-genou contralatéral, qui là aussi va reproduire la douleur. Donc, quand affirmer qu'il s'agit d'un syndrome du piriforme, eh bien voilà des critères qui nous permettent d'avancer. Quand vous avez plus de 6 points, le diagnostic est possible. Quand vous avez plus de 8 points, le diagnostic est très probable. Et plus de 10, il est quasi certain. Donc la pygalgie, c'est la fessalgie unie ou bilatérale fluctuante, avec des périodes non douloureuses dans la journée, rapporte 1 point. L'absence de lombalgie rapporte 1 point. La palpation axiale rachidienne indolore, là aussi 1 point. La manœuvre de LASEG négative, 1 point, la LASEG classique. La position assise prolongée, vous réveille la fessalgie ou la sciatique, ça rapporte 1 point. La sciatique fluctuante au cours de la journée, avec des périodes non douloureuses, 1 point. La pygalgie en regard du piriforme pourrait être reproduite par les différentes manœuvres qu'on a vues, celle d'étirement, flexion, induction, rotation interne, Freiberg ou talon genou contralatéral. La manœuvre de contraction, 1 point. La palpation, 1 point. On cherchera une sciatique L5-S1 mixte reproduite par la prolongation de ces manœuvres sur 30 secondes. Donc c'est ces manœuvres d'étirement que vous avez vu ici, d'accord, 1 point. La contraction du muscle à palpation, 1 point. Et l'absence d'irradiation périnéale qui ferait pencher peut-être pour un autre diagnostic proche
notamment névralgie pudendale ou autre, un point. Alors, comment faire la différence entre une adhérence du piriforme, une adhérence du sciatique au piriforme ou à l'obturateur? Eh bien, d'abord la vitesse d'apparition, un peu plus lente pour le piriforme, et surtout les tests cliniques. Donc le Freiberg et le talon genou contralatéral, vous voyez, qui sont positifs dans les deux, donc difficile de faire la part des choses. En revanche, le BAT est quand même beaucoup plus spécifique du piriforme, alors que la rotation interne passive qui réveille la douleur est plutôt proche, est plutôt en faveur de l'obturateur. Par ailleurs, en cas de névralgie, enfin, de syndrome lié à l'obturateur, à la couverture de l'obturateur, vous aurez une douleur sciatique, certes, mais aussi une douleur périnéale que vous n'avez normalement jamais dans un syndrome du piriforme. Les examens complémentaires, ils servent à éliminer ou affirmer un diagnostic d'accompagnement. La radio pour voir un syndrome de masse, un hématome calcifié, une fracture hypertrophique, l'échographie, difficile, très difficile dans cette zone-là, l'IRM pour retrouver un épaississement, une hypertrophie d'un corps musculaire par rapport au côté opposé, et l'électromyogramme, bon, sont souvent décevants. Donc le diagnostic est surtout clinique. Le traitement, eh ben, c'est avant tout les étirements autopassifs qu'on apprend à faire aux patients. Voilà, on demande au sujet de faire la manœuvre talon genou contralatéral et d'aggraver cette manœuvre, c'est-à-dire qu'on demande au sujet d'aggraver l'adduction dans cette position-là, en gardant les fesses plaquées sur la table, ou alors on peut le faire en myotensif avec des séquences de contractés relâchés. On demande au sujet d'écarter la jambe et ensuite nous on le pousse en adduction et rotation interne de jambe. Évidemment, il ne s'agit pas que le sujet ait des problèmes de hanche associés, sinon ça, souvent, ça réveille la coxalgie. Les ultrasons, la chaleur peut apporter un plus, les massages appuyés aussi sont intéressants. Les techniques de relaxation en raccourcissement maximal de Jones sont tout à fait intéressantes, comme représenté ici, voilà, en position de raccourcissement maximal, ce que ça peut donner. On reste comme ça 30 secondes, une minute, plutôt une minute d'ailleurs, on laisse bien le temps aux muscles de se détendre au maximum. La mésothérapie peut aussi apporter un bénéfice et quand on fait tout ça, ben, on a en gros 85% de réussite. Le problème, c'est les 15% de sujets qui vont résister à ce traitement-là. On pourra donner des décontractions musculaires per os, on pourra tenter de corriger la statique pelvienne par des semelles, notamment pour corriger une hyperpronation ou une inégalité de longueur des membres inférieurs. Alors les semelles, c'est tout à fait intéressant. Vous voyez ici un sujet qui marche pieds nus, enfin en chaussettes, et vous voyez le valgus du genou, d'accord, et le valgus de cheville excessif. Donc là, ça part en rotation interne au niveau de la hanche, donc ça surcharge le piriforme. Vous lui mettez les semelles, paf, tout de suite vous stabilisez le tout, et ça, on peut imaginer quand même que ça va avoir des résultats intéressants. Sont proposées aussi des infiltrations de corticoïdes ou d'anesthésique locale, on va en parler après. Infiltration de toxines botuliques aussi, et en cas d'échec de ceci, la neurolyse chirurgicale, avec éventuellement sacrifice du muscle. Les infiltrations sont-elles efficaces? Eh bien, il y a eu une étude randomisée contrôlée de 21 patients infiltrés. Les patients étaient sélectionnés si la manœuvre FAIR était positive et l'EMG positif. L'EMG positif, déjà, ça en élimine pas mal au départ. Eh bien, parmi ces patients, 65% de réussite à court terme pour ceux à qui on avait injecté la toxine botulique A à 200 unités, puis à 10 mois, donc à moyen terme, 50% encore de bons résultats. Les gens qui ont mis le mélange cortisone, lidocaïne, c'est 32% de résultats et 6% uniquement pour le placebo. Et la méta-analyse de la Cochrane Database de 2010 qui montre un avantage certain à la toxine botulique. En termes de prévention, que faire? Eh bien, des auto-étirements réguliers, des pelvis trochanteriens, ça c'est tout à fait intéressant chez les coureurs à pied. Et puis éviter les facteurs favorisants, pour être toujours du même côté sur une route bombée. Quand on s'assoit, avoir le portefeuille dans la poche arrière, ou la position assise sur une fesse avec une jambe croisée, par exemple, toujours la même en général, et toute situation finalement comprimant ou étirant de façon prolongée le muscle. Maintenant, voyons les diagnostics différentiels. Dans la zone, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et donner aussi des douleurs de fesses. La première, c'est le syndrome de Puranen, ou hamstring syndrome, c'est une adhérence du tronc sciatique aux ischios jambiers, adhérence, suite par exemple post-traumatique, mais aussi par exemple par bande fibreuse, anormale. Ça peut être aussi une séquelle de lésion de la corde des ischio-jambiers, c'est-à-dire de l'insertion haute, avec une désinsertion partielle et une cicatrice un peu fibreuse qui va englober le tout. Donc, comment faire le diagnostic? Et bien là, vous avez une espèce de sciatique tronquée qui va en général s'arrêter au genou, et le test de Puranen réveille la douleur. Ça consiste à faire simplement un peu les étirements mal faits des ischio-jambiers, jambe tendue, vous penchez en avant, attrapez le pied, et la position redéclenche cette douleur. L'adhérence au carré crural. Vous pouvez avoir une compression par ce carré crural ou carré fémoral entre petit trochanter et ischion et entraîner
irritation du nerf sciatique juste derrière. C'est notamment ce qu'on retrouve dans la position 4 en danse classique. Voilà ce qui se passe sur une diapo, une image que je tiens de la Société d'imagerie musculo-squelettique, avec ici, vous voyez, l'ischio et ici le petit trochanter. Vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de place dans cette position. Chez les sujets un petit peu souples, vous pouvez complètement comprimer le défilé ici en musculaire et avec le nerf qui passe au milieu. Le syndrome du nerf cunéal inférieur, un petit peu de rappel anatomique de nouveau. Le nerf glutéal inférieur, on le voit sortir ici, à côté du nerf sciatique ici, le ligament sacro-tubéral. Ici, vous allez voir passer le nerf pudendal, et juste à côté, une composante du nerf cutané postérieur de la cuisse, avec une composante notamment périnéale. Et puis le nerf glutéal inférieur. Et vous comprenez ici qu'il y a un syndrome de l'obturateur interne, d'accord, il va y avoir compression de toute cette zone-là, avec une irradiation, compression ici du nerf sciatique, mais aussi une compression ici de cette zone-là, avec une féssalgie, mais aussi une compression de ce nerf-là, ce contingent, qui va partir dans le périnée et qui va donner donc une douleur périnéale associée. Donc c'est une fausse névralgie pudendale, mais qui ne va pas aller jusqu'au bout, qui ne va pas toucher le gland ou le clitoris, lié au rameau récurrent du nerf cutané postérieur. Celui-ci passe derrière le ligament sacro-tubéral. Là aussi, une chute sur la fesse peut déclencher ce syndrome. Maintenant, le syndrome du pédicule glutéal supérieur. Donc là, c'est une lésion par l'arcade de Buisson. On retrouve un épaississement fibreux au-dessus du piriforme qui va entraîner une souffrance artérielle et neurale. La clinique, c'est en fait une douleur qui apparaît à la marche avec une boiterie de Trendelenburg, mais qui n'apparaît qu'à l'effort. C'est-à-dire que le sujet est fatigué un petit peu. À l'EMG, on peut éventuellement trouver une fibrillation du moyen fessier qui est innervé, hein, donc moyen fessier, petit fessier et TFL qui sont innervés par ce nerf glutéal supérieur. On ne retrouve en général pas d'énervation en IRM car la souffrance est intermittente, donc non suffisante pour provoquer des signes de d'énervation en séquence T2 FATSAT. En revanche, c'est souvent lié à une sténose de l'artère fessière supérieure, qui ne seront pas vues d'ailleurs en angio-IRM, mais qui sont visibles en angio sélective classique. Je vous remercie pour votre attention.